Marseille, en Provence. C'est ici que se situe le square Sidi Brahim, un lieu bien banal et sans grand intérêt si ce n'est celui de son nom lorsque l'on est curieux. Quelle histoire se cache donc derrière le nom de ce square ? Le square Sidi Brahim se situe dans le 5e arrondissement de Marseille. On y trouve notamment la mairie du 4e et 5e arrondissement. C'est un petit square de Marseille, dans une partie très calme d'un quartier plutôt populaire. Le square Sidi Brahim ne célèbre pas le vin du même nom, bien entendu, mais un événement historique et un haut fait militaire français. La bataille de Sidi Brahim. Mais au-delà de cette bataille, c'est sur un homme à la destinée unique que nous allons nous attarder, comme nous le verrons plus en avant. En 1827, un différend financier entre la France et la Régence d'Alger, concernant des dettes de blé contractées par la France, mène à l'incident diplomatique du 30 avril, connu sous le nom d'affaire de l'Éventail, prétexte français pour engager le siège d'Alger. En 1830, soit 15 ans avant les événements de Sidi Brahim, prend fin la Régence d'Alger, alors que les troupes françaises et celles de l'État d'Abdelkader s'affrontent régulièrement dans des batailles de plus ou moins grande ampleur. Le territoire algérien actuel faisait encore partie de l'Empire ottoman, bien qu'en déliquescence, juste avant l'invasion puis la colonisation française de l'Algérie à partir de 1830. Il y a plusieurs contextes. D'une part, ce poids permanent sur les côtes françaises et de la Méditerranée occidentale des barbaresques, de ces bateaux musulmans en recherche d'esclaves et qui ont des lettres d'accréditation du dé d'Alger pour capturer des chrétiens. Il y a à la fois cette ancienneté d'un emprunt français de blé en Algérie qui va polluer un petit peu le débat. Et puis du côté français, il y a Charles X qui a absolument besoin d'assurer son pouvoir par une opération extérieure pour mieux fédérer le pays qui manifeste contre lui. Donc il y a une espèce de course-poursuite qui finira mal. Et c'est lui qui va lancer cette expédition à tout prix d'une conquête qui est donc la première conquête qui va engendrer la construction de l'État colonial français en 50 ans. Donc il y a tous ces événements qui se conjuguent autour de cette provocation montée en épingle par le roi de France, qui est celle donc de ce fameux coup de l'Éventail que le dé d'Alger, Hussein Dey, qui est pourtant un excellent administrateur, un ottoman très bien formé, qui a bien géré son protectorat depuis une douzaine d'années, mais qui effectivement va tomber dans une provocation du consul de France Derval, qui est lui un mondain espiègle et certainement un peu téléguidé dans sa volonté de provocation, et qui fait qu'effectivement ça va entraîner ce blocus maritime d'Alger d'abord, puis ensuite le débarquement où les forces algériennes se révèlent supérieures en nombre, mais bien moins équipées au point de vue technique que l'armée française. Sidi Brahim, c'est un village algérien de la wilaya de Sidi Bel Abbès. La bataille qui porte son nom y prit place du 23 au 26 septembre 1845 et a vu les troupes françaises de Lucien de Montagnac défaites par celles de l'émir Abdelkader. 450 soldats français qui refusèrent de se rendre y perdirent la vie. Cette bataille est aujourd'hui célébrée comme un haut fait militaire français. Un bataillon porte maintenant ce nom, le 8e bataillon de chasseurs à pied. Sidi Brahim, c'est une bataille qui se déroule sur plusieurs jours, où la tactique d'Abdelkader, d'usure, de contournement, d'escarmouche, d'empêcher l'accès au point d'eau, se révèle absolument éblouissante. Les contournements, l'interdiction d'accès à l'eau pour l'armée française assoiffée, le retranchement dans un fort, et dans tous les cas, les hussards assiégés, acculés, puisque par suite des excès des chefs qui foncent de façon inconsidérée, sans respecter les ordres donnés, qui vont mettre en danger la vie de leurs hommes, et qui vont donc devoir se battre jusqu'au dernier, comme le dernier carré de la garde de Waterloo, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout de mourir sur place en faisant le carré. Et effectivement, chez les hussards, c'est célèbre de dire on fait son Sidi Brahim quand on se bat jusqu'au dernier. Sidi Brahim, c'est un moment célèbre parce que l'armée française était en sous-effectif complet par rapport aux forces algériennes. Mais du côté algérien, ça reste effectivement aussi un symbole
de cette résistance acharnée. Je veux dire, l'Algérie ne sera jamais conquise. Il y aura toujours des tribus qui vont refuser cette invasion. Il y a un peuple insoumis, irréductible, et qui était évidemment 10 fois supérieur en nombre aux capacités que la France peut envoyer sur place. En 1836, le capitaine de Montagnac est envoyé en Afrique. En 1841, il devient chef de bataillon. Personnage brutal et sans pitié envers la population locale, exécutions sommaires, saccages, il se vante sans honte de ses nombreux crimes de guerre dans ses écrits. On lui doit notamment les citations suivantes. « Nous nous sommes établis au centre du pays, brûlant, tuant, saccageant tout. Quelques tribus pourtant résistent encore, mais nous les traquons de tous côtés pour leur prendre leurs femmes, leurs enfants, leurs bestiaux. Ou encore, qui veut la fin veut les moyens. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe. L'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied. » Et en parlant des femmes, on en garde quelques-unes comme otages, les autres sont échangées comme des chevaux et le reste vendu à l'enchère comme des bêtes de somme. Il perdra la vie lors de la bataille de Sidi Ibrahim. Abdelkader El Djezaïri, l'Algérien, a été proclamé sultan. Il préférera le titre d'émir par une assemblée de chefs de tribus après que son père ait déclaré le djihad, guerre sainte contre l'envahisseur français en 1832. Il avait lui-même repoussé l'offre, se sentant alors trop âgé, et aurait déclaré « Je vous propose ce qu'il y a de meilleur en moi », en parlant du jeune Abdelkader, son fils. Homme de sagesse, pieux et d'un grand humanisme, tour à tour homme de foi, chef de guerre, homme d'État, philosophe et poète humaniste, son nom est encore célébré aujourd'hui et son souvenir radieux. Magnanime, magnifique avec ses prisonniers comme l'a été 1000 ans plus tôt Saladin, et en même temps invaincu honorable. C'est quelqu'un qui, dans sa bataille, n'est jamais violent, acharné, cruel, parce qu'il est toujours magnanime, parce que la religion dicte son devoir de respect de tout individu, même son ennemi. Quand il n'a pas les moyens de nourrir ses prisonniers, il les libère au lieu de les massacrer. Il est toujours extrêmement fair-play avec ses ennemis. Abdelkader est celui qui va fédérer les tribus algériennes autour de lui, et qui va organiser une résistance et qui va poser le fondement d'un État unifié de l'Algérie. Même si, effectivement, il a échoué dans son projet, parce que la France, à l'usure, a fini par l'avoir, et c'est en plus dédit, parjuré en lui promettant la liberté alors qu'ils l'ont incarcéré. Abdelkader va véritablement créer un État stable dans la partie de l'Algérie qui ne va pas occuper la France. Et par les accords de Tafna, il y avait vraiment un gentleman agreement qui faisait que l'État français dans sa conquête et l'État algérien d'Abdelkader pouvaient fonctionner l'un à côté de l'autre. C'est véritablement le roi Louis-Philippe qui va redéclencher des opérations, contrairement à tous les traités contre Abdelkader, et qui va le forcer donc à la reddition dans une guerre d'usure qui va être longue et pour laquelle Abdelkader va, pendant une bonne dizaine d'années, rencontrer des succès absolument éclatants, et surtout très vite, quand sa capitale stable est repérée et détruite par l'armée française, en mettant au point Sasmala, c'est-à-dire cet immense camp de tentes qui pouvait regrouper jusqu'à 20 000 personnes, voire plus, avec la tente de l'émir au centre et puis les familles des tribus successives tout autour, en cercle concentrique. Qui était une capitale mobile, qui pouvait se déplacer en fonction des points d'eau et en fonction de l'armée française, et cette Smala qui permettait de mener cette guerre d'usure avec cette capitale cachée et mobile, qui va finir donc par être déstabilisée par la prise par le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe, et lui-même prince d'Orléans, et qui va donc rassemblé à Chantilly, dans son château, où ils sont encore les derniers vestiges de la Smala, le lit, la tente, les armes d'Abdelkader. Donc il va finir par prendre la Smala en 1843, ce qui est évidemment à la fois un échec pour Abdelkader. Abdelkader n'est pas présent au moment de la prise, qui est célébré par ce tableau vertigineux d'Horace Vernet, qui fait 21 mètres de long sur 4 mètres de haut, qui est dans la galerie des batailles de Versailles, qui est vraiment un des grands moments du panthéon des victoires françaises.
Suite à sa reddition, en 1847, la France promet à l'émir de lui laisser la vie sauve et le laisser se rendre en terre d'islam, tout en lui interdisant de retourner en Algérie, la patrie qu'il a fondée. À la suite d'un camouflet, la France a décidé d'emprisonner Abdelkader à son passage sur le territoire pour y déposer les armes en décembre de la même année. D'abord détenu avec sa suite au château de Pau jusqu'en novembre 1848, il a ensuite été transféré au château d'Amboise. L'Asmala ne va pas empêcher la continuité des victoires d'Abdelkader. Il va falloir que vraiment la France mette le paquet en envoyant le général Lamoricière pour finir par avoir sa peau et l'obliger à se rendre contre la promesse de sa liberté en se repliant dans un pays musulman que le gouvernement de Louis-Philippe ne respectera pas. On sait qu'il va être finalement incarcéré avec toute sa suite qui représentait 300 personnes, d'abord au fort Lamalgue à Toulon, puis au château de Pau, puis enfin au château d'Amboise où il va passer 4 ans. L'exil à Amboise, qui va durer 4 ans, qui se terminera par la libération après la prise de pouvoir par Napoléon III, est un exil douloureux où 2 de ses frères, 2 de ses femmes, 2 de ses enfants vont mourir. Il y a 28 personnes de la suite directe d'Abdelkader qui meurent à Amboise de privation, de mauvaises conditions sanitaires, de l'humidité de ce château qui n'était pas occupé alors depuis plusieurs décennies. Libéré en 1852, à la faveur d'un grand mouvement populaire sous l'impulsion d'intellectuels comme Victor Hugo qui qualifiait l'émir de Hadj farouche aux yeux calmes, l'homme ayant atteint le cœur des Français. L'opinion publique éclairée de Victor Hugo au futur Napoléon III, à Louis-Napoléon, va finir par exercer une pression telle que, 6 mois après la prise de pouvoir par Napoléon III, il va être libéré et honoré par la France d'une pension de 100 000 francs jusqu'à la fin de ses jours, et il va pouvoir partir vers les mondes arabes, Boursa d'abord en Turquie, puis Damas. Mais donc effectivement, il y a cette figure d'un homme qui a été profondément inscrit dans les codes de l'honneur, chevaleresque à la française, et qui, face à lui, voit des gens qui se comportent comme des félons et qui ne respectent pas la parole de Louis. À homme exceptionnel, fait exceptionnel si ce n'est unique, l'illustre captif est passé du statut d'ennemi de la France à celui d'ami. Et encore plus après que ses troupes eurent sauvé des milliers de chrétiens lors du massacre de Damas, un pogrom contre les chrétiens de Damas perpétré en 1860, renforçant encore l'image d'un homme à la destinée exceptionnelle que véhiculait déjà l'émir. Concernant le massacre des chrétiens de Damas par les tribus kurdes, Abdelkader a envoyé ses fils chercher les chrétiens dans les rues, lui-même sortait à cheval pour aller trouver les chrétiens, ramener les Sœurs de la Miséricorde. Plusieurs congrégations ont trouvé refuge dans sa maison, qui était grande, dans ses jardins du palais, parce que lui-même était évidemment totalement intouchable pour ceux qui pratiquaient ce massacre. Et il a donc personnellement sauvé des centaines de chrétiens, il n'y a pas d'équivoque là-dessus, tous les témoignages concordent. Il l'a fait par magnanimité, c'est clair, et par esprit de tolérance, et parce que ces chrétiens étaient des chrétiens indigènes et pas suspects d'être des gens issus des mondes coloniaux. Il l'a fait par respect de l'individu, par sa culture soufie. Je ne crois pas qu'il l'ait fait du tout pour essayer de plaire aux puissances occidentales. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça lui a acquis un prestige et une reconnaissance pour les puissances européennes absolument gigantesque, et ça fonde véritablement le personnage dans sa légende. Abdelkader a dicté à son secrétaire Kadour Ben Ouria un règlement militaire sur le sort des prisonniers pendant les affrontements avec la France, le Wisha al-Kataib, qui inspirera les conventions de Genève, traités internationaux sur le traitement des prisonniers de guerre signé le 12 août 1949. L'expérience a démontré que lorsqu'un conflit a éclaté, il est vain d'essayer de réaliser un accord entre belligérants. C'est donc un devoir impérieux d'élaborer en temps de paix des conventions protégeant les victimes de la guerre. Célébré dans le monde entier pour son érudition et sa grandeur d'âme, de nombreuses décorations lui seront remises de son vivant. En 1860, il est fait Grand Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Le Vatican le décore de l'ordre de Pie IX. Il percevra une rente de la France qui sera encore versée à ses descendants jusqu'en 1979. Le grand respect que lui porte la communauté mondiale, ainsi que la vivacité de son souvenir, s'étale sur des timbres-poste à son effigie et de nombreux produits de consommation courante. Abraham Lincoln lui envoie une paire de revolvers incrustés d'or. Il y a une ville aux États-Unis qui porte son nom.
Ainsi, désormais, si d'aventure vous passez par ce petit square de Marseille, peut-être aurez-vous une pensée pour les soldats ayant perdu la vie à la bataille de Sidi Ibrahim, ou tout simplement pour l'émirat Abdelkader. Merci de votre attention, nous espérons vous revoir au prochain épisode.